Nous arrivons maintenant à l'ermitage. Comme vous pourrez le constater, le paysage est sauvage, même menaçant par certains aspects. Il y a d'ailleurs eu de très nombreux éboulements rapportés depuis le XVIIIe siècle, entraînant des destructions de bâtiments, de murs de vignes, du chemin de croix, enterrant même une fois un moine qui a eu cependant la vie sauve. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, des travaux de nettoyage de la paroi rocheuse ont été nécessaires, les derniers entre 2010 et 2012, dont va nous parler M. Digou du bureau BEG, Bureau d'études géologiques à Appro. Donc, au niveau de la géologie, les roches de la région de Langeborn sont constituées de quartzite. La quartzite, c'est une roche qui est très dure et qui peut être assez fracturée localement. Et on retrouve des roches assez fracturées en amont de Langeborn, qui se traduisent par de nombreuses chutes de pierres qui peuvent atteindre le chemin de croix. Et de temps en temps, on a quelques éboulements qui peuvent aussi se produire. Donc pour se prémunir des dangers de chute de pierre en amont du chemin de croix et de l'ermitage, la ville de Sion et le canton ont entrepris des travaux de sécurisation. Ces travaux de sécurisation se sont déroulés en deux phases. La première en 2003-2005, en amont du chemin de croix. Donc c'est exclusivement des purges et puis l'installation de filets de protection en falaise. En 2010-2012, on a une deuxième phase de travaux en amont de l'ermitage. Donc on a eu un remplacement des anciens treillis qui étaient pendus dans la falaise, et puis la mise en place de deux filets de protection, et puis des ancrages dans la falaise. Donc c'est des travaux assez importants qui sont entrepris sur 2 années. Donc les travaux qui ont été entrepris assurent actuellement un bon niveau de sécurité pour les pèlerins qui se rendent à l'ermitage. En parallèle à ces mesures de sécurisation, est mis en place un système de surveillance, donc une surveillance des ouvrages, une surveillance des mouvements dans la falaise, et puis il y a aussi des mesures d'entretien qui sont entreprises de manière périodique. J'ai choisi la saison d'hiver pour présenter les lieux, car le site est moins connu sous la neige, qui lui donne à la fois un caractère plus sauvage, mais aussi plus d'inclinaison à l'isolement et à la méditation. Tout au fond de cette vallée étroite, la Borgne, qui descend du Val d'Airain, privée d'une grande partie de son eau captée au barrage de la Grande Lixence. En aval, l'usine électrique de la Borgne, mise en service dès 1915 pour l'Aluminium Industrie de Chipis. C'est une installation au fil de l'eau. Une vaste esplanade attend le visiteur, permettant à certains de reprendre leur souffle et à tous de s'imprégner de la beauté et de la sérénité des lieux. Lors des grands pèlerinages, comme celui du Vendredi Saint, c'est là que se rassemblent les fidèles qui n'ont pas trouvé de place dans les 2 petites chapelles. Des bougies y brillent à toute heure du jour et de la nuit. Je viens ici à Langeborn pour 2 raisons. La première, c'est pour la chapelle de Saint-Antoine. Je suis très croyant à Saint-Antoine. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose dans ma famille, une guérison, n'importe quoi, je m'adresse à Saint-Antoine. Ça, c'est un truc qui m'est arrivé depuis l'âge de 8 ans, qui m'a été donné par ma grand-mère. Ensuite, je viens aussi à Langeborn pour la Vierge Marie et tout ça. Vous demandez des aides, surtout que ma fille est handicapée. J'aimerais bien que ça se résout, ce problème d'handicap et tout. Voilà la raison pourquoi je viens à Langeborn. Maintenant, je vais tout de suite vous dire, je ne suis pas un catholique pratiquant, mais je suis un bon catholique qui aime bien Saint-Antoine, qui aime bien la Sainte Vierge. Et je vais tout le temps à Langeborn pour ça. Langeborn, c'est un lieu de pèlerinage, et puis c'est un lieu où on vient demander des grâces, prier pour les malades. Je suis venue souvent parce que j'ai perdu mon mari une fois. Et puis maintenant, je viens, c'est pour remercier. Et puis pour prier pour tout le village, et puis pour tous les gens qui sont malades. Une statue de la Vierge surplombe la scène et ses nombreux témoignages de remerciements dédiés la plupart du temps à Marie. À côté, la petite échoppe d'objets religieux, chapelets, médailles, copies d'ex-voto.
C'est en 1712 que fut construit le petit clocher et l'horloge située en dessous. Un très vieux mécanisme permet de faire sonner la cloche pour l'appel à la messe à l'heure désirée. Depuis cette esplanade, on a une vue sur les locaux privés de l'Ermitage, avec au premier plan l'immeuble rénové. En arrière, le cloître et au-dessus, la loggia qui masque plusieurs portes de cellules creusées dans la roche. Langeborn évoque pour moi ce pèlerinage des Trois Maries. Nous partions de Plainponté, nous assistions à la messe et ensuite nous passions par Chandolin pour aller jusqu'à Langeborn. Et à Langeborn, bien sûr, on faisait nos dévotions, ma grand-mère priait, en tout cas en montant les stations et ensuite dans les chapelles, chapelle de la Vierge, chapelle de Saint-Antoine. Un autre souvenir, c'est celui d'aller commander à Langeborn les enfants. Quand ma mère était enceinte, avec mon père et ma mère, nous sommes montés un dimanche après-midi pour commander mon petit frère. Et à ce moment-là, c'était la croyance que le moine fabriquait les enfants et que la sage-femme, lorsqu'il était prêt, venait le chercher pour nous l'apporter. Je viens ici avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants et tout. Si j'ai choisi Langeborn, c'est parce qu'avant j'allais à la chapelle du C à Saint-Maurice, mais pour monter, ça me devient de plus en plus difficile. Mais par contre, Langeborn, je suis toujours venu depuis 14 ans. Au rez-de-chaussée, dans le réfectoire avec boiserie du XVIIe siècle, offerte par le grand Stockalper, on trouve le fauteuil épiscopal datant de 1686. Il y a aussi un fourneau en pierrelaire de 1718. Le bois ne crépite plus dans son ventre, maintenant équipé d'un chauffage électrique. Montons maintenant à l'étage supérieur de la partie privée. On y découvre un lavabo. À l'époque, pas question d'avoir sa salle de bain, WC, douche dans la chambre. D'ailleurs, le pot à eau et la cuvette trônent toujours sur la commode, comme au début du XXe siècle, lorsque l'eau courante n'avait pas envahi les demeures. Ces cellules donnent sur une terrasse couverte avec vue sur la vallée. C'est une excellente protection contre le risque de chute de pierre. Autrefois, comme on le voit sur la photo, il n'y avait qu'un simple balcon. À l'extrémité, une petite chambre bien exiguë, avec une face à même la paroi rocheuse. Le corridor donne sur un petit oratoire aménagé avec goût et qui comporte un grand tableau du père Hugues de Logne. Le tableau ci-contre présente une composition imagée de Langeborn. En haut à gauche, le balcon dont je viens de parler, au centre, le petit clocher, et sur la droite, la grotte aux poupons avec le père Hugues en prière, l'escalier d'accès et la grille. En bas, la représentation des anciens ermites de Langeborn, et sur la droite, un vigneron qui travaille la vigne de l'Ermitage. Pour accéder à la grotte, dite des poupons, depuis la terrasse supérieure, on emprunte un escalier bien raide, agrippé à la roche. Pourquoi ce terme de grotte des poupons? À l'époque où les parents n'aimaient pas parler de sexualité ou autres problèmes intimes, on racontait aux enfants qu'à Langeborn, précisément à cette grotte, on allait commander puis chercher les bébés. C'est un peu le conte de la cigogne à la sauce valaisanne. Voici un jeune enfant âgé de seulement 6 semaines. Probablement que sa maman lui expliquera autrement les choses. Mais au XXe siècle, la grotte eut une autre renommée, attribuée au père Hugues de Logne, un bénédictin qui vécut de 1945 à 1965, date de son décès. Cet homme, au caractère bien trempé, vit défiler un grand nombre de pèlerins. Il était très érudit, sociable, plutôt bavard mais sachant écouter, très réaliste et bien au courant des problèmes du monde, exerçant sa fonction d'ermite avec rigueur et discipline. Venu de la communauté bénédictine de Maredsous en Belgique, il espéra longtemps avant d'obtenir l'autorisation de venir à Langeborn,
après avoir été professeur de morale et organisateur de pèlerinages. Il y mena une vie très simple, quittant rarement sa grotte où il disait la messe. C'est là où, dans sa cellule, qu'il recevait les personnes qui venaient se confier à lui demander conseil, habillé d'une simple robe, les cheveux et la barbe en bataille. Été comme hiver, la température de la grotte voisinait les 14 degrés. Et pourtant, son lit était fait de paille, de maïs, et la couverture d'une simple toile de jute avec un maigre poêle à l'entrée. Un autre souvenir intéressant, c'est la découverte de la grotte du père Hugues de Logne, qui était ancien aumônier de la cour de Belgique et qui a vécu en ermite dans une grotte pas très salubre, assez humide. Et je me rappelle de son accueil. Il était impressionnant par sa barbe, par sa chevelure, mais il a été d'un accueil très chaleureux et nous avons pu échanger avec lui. Et j'ai un souvenir lumineux de sa présence dans cette grotte. À la sortie de la grotte, un sentier se dirige plein sud, en amont dans la vallée, et permet de découvrir un territoire inaccessible au public. On y trouve 2 tablards de vignes cultivés de très longue date, produisant d'excellents vins grâce à la réverbération de la chaleur des rochers environnants. Tout au fond de la propriété, sur une sorte de petite terrasse, a été édifiée, adossée au rocher, une maisonnette en pierre qui servit d'habitation au père Grégoire, qui a dû vivre dans le plus grand dénuement, n'ayant même pas la possibilité de s'étendre pour dormir. Au-dessus de la grotte des Poupons, on retrouve encore des traces d'un ancien passage, aujourd'hui condamné en raison de la fragilité de la roche. On y voit un mur en pierre, une anfractuosité par où passaient certains pèlerins et un bout de conduite d'eau qui alimentait autrefois Longeborn avant son raccordement au réseau de la commune. En contrebas des bâtiments extérieurs, un cloître, havre de silence. On n'y entend que le bruit de la rivière et le chant des oiseaux, propice à la prière et à la méditation. L'été, c'est un coin de fraîcheur sur ce site particulièrement réchauffé par la roche environnante. Pour la rénovation des lieux qui a commencé en 2010, la direction des travaux a été confiée à l'architecte Genoux Pierre Olivier. Les difficultés n'ont pas manqué. D'abord, pour acheminer le matériel, soit par hélicoptère, un peu par le petit téléphérique, ou à pied par le chemin qu'empruntent les pèlerins. Les risques de chute de pierre pendant l'assainissement de la falaise ont obligé à la fermeture du site pendant la journée et au confinement de l'ermite dans la partie enterrée. Le financement échelonné a contraint d'étaler ces travaux sur plusieurs années. Mais les résultats sont là. Une cuisine moderne et fonctionnelle. Une vaste salle d'accueil claire et agréable, des lieux sécurisés face aux chutes de pierre et éboulements.